Donc aujourd'hui, ce que l'on va considérer, c'est la théorie des équilibres ponctués, qui a été probablement vraiment la dernière avancée significative dans notre compréhension de la théorie de l'évolution et le mécanisme par lequel les espèces évoluent dans le temps. Donc vraiment, pour moi, on peut considérer que les avancées majeures, c'est la sélection naturelle de Darwin, vraiment la fondation de notre compréhension de l'évolution de la vie sur la planète. Ensuite, un peu la synthèse moderne qui a intégré la génétique des populations pour comprendre comment des populations pouvaient évoluer en fonction d'une pression de sélection et aussi le rôle de la dérive génétique sur l'évolution génétique et phénotypique des populations. Donc ça, c'était important. Troisième chose, les mécanismes de spéciation sympatrique, allopatrique proposés par Ernst Mayr, entre autres. Et la dernière chose, c'est l'évolution des espèces en équilibre ponctué. Donc c'est pour ça que donc ça c'est un peu la place que les équilibres ponctués tiennent dans notre compréhension de l'évolution. Alors donc pour aborder ce sujet, donc je vais commencer par une sorte d'exemple peut-être un petit peu idéalisé de ce qu'on peut trouver dans l'archive fossile et avec l'exemple d'espèces fossiles ou d'échantillons fossilisés de pollen. Et ça va nous mettre en relief l'opposition entre deux façons de voir l'évolution des espèces dans l'archive fossile. Le point de vue gradualiste prôné par Darwin et en contraste les équilibres ponctués. Donc c'est ça qui va nous permettre de saisir les différences entre ces deux points de vue. Ensuite, pour la deuxième partie du cours, on va regarder les exemples de quelques lignées pour voir à quel point ce que l'on voit dans l'archive fossile correspond à un modèle gradualiste et à quel point les données valident le modèle des équilibres ponctués. Puis on va terminer par quelques considérations générales sur la longévité des espèces dans l'archive fossile. Donc la spéciation, c'est en quelque sorte la naissance d'une nouvelle espèce et l'extinction, c'est la mort d'une espèce. Donc on peut se poser quelques questions d'ordre général, quelle est la durée de vie d'une espèce, des choses comme ça. Ok, donc pour... Ah, attends, je n'étais pas en train d'avancer, donc excusez-moi. Ok, donc pour notre exemple de pollen, il s'agit d'une étude de palynologie, donc l'étude des pollens. Et les pollens sont très très utiles pour retracer l'histoire évolutive des plantes. Pourquoi? Parce que les pollens de différentes familles de plantes diffèrent par la taille et la forme du grain de pollen, aussi par l'épaisseur et l'ornementation de la couche externe que l'on appelle l'exine et le nombre et la disposition des apertures à la surface du pollen. Donc on a un certain nombre de caractères morphologiques que l'on peut distinguer sur les pollens lorsqu'on les regarde en microscopie électronique à balayage, par exemple, ici. Donc, des graines de pollen ont des formes distinctes et dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas, on peut distinguer le genre de la plante qui a produit le pollen juste avec la forme de ces pollens. Des fois, on peut obtenir une identification au niveau de l'espèce. Jusque-là, c'est OK. Pourquoi c'est très utile pour l'histoire évolutive des plantes? Parce que les graines de pollen peuvent être fossilisées
Et chaque individu, chaque plante individuelle va produire probablement des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de graines de pollen pendant sa vie. Donc on a énormément de graines de pollen qui sont produites, et donc dans l'archive fossile, même si seulement une petite partie de ces graines de pollen vont être conservées, ben on peut quand même avoir un nombre d'échantillons assez conséquent à étudier. Beaucoup plus que ce que l'on a, par exemple, pour les fleurs des plantes qui sont plutôt délicates et se conservent plutôt relativement rarement dans l'archive fossile. Donc, l'étude de graines de pollen fossilisées, c'est quelque chose qui est un domaine de spécialisation. Donc, ce sont des palynologues qui font ce type d'études. Et de façon générale, la démarche est la suivante. Donc, sur un site donné, on va prendre un échantillon de différentes strates géologiques que l'on va dégager. Et dans chaque strate, on peut isoler les microfossiles de pollen et analyser leur forme et leur taille par la microscopie électronique à balayage. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que l'on va donner une datation pour chaque échantillon qui comprend un microfossile. Et donc, on va pouvoir organiser et ordonner les échantillons en ordre chronologique. Donc, soit avec une datation relative en stratigraphie, avec des strates inférieures étant plus anciens que les strates supérieures, que l'on peut associer à une datation absolue en utilisant des couples de radioactifs. Donc, une fois qu'on a fait ça, dans notre exemple ici, on voit qu'on a une espèce plus ancienne, présente dans les strates inférieures, avec une exine lisse. Et donc cette espèce ancienne persiste jusqu'au strate supérieur. Et dans le strate supérieur, on voit l'apparition d'une deuxième espèce, vraisemblablement dérivée de cette première, mais qui est caractérisée par une exine plus épaisse et plus ornementée. Donc à partir de cette observation-là, on a deux interprétations possibles. Donc si on suit un petit peu la ligne darwinienne classique, ce qu'on va proposer, c'est que en fait, l'évolution de cette deuxième espèce dérivée à partir de la première s'est fait par un nombre d'étapes graduelles, avec d'abord l'épaississement de l'exine et puis une ornementation de plus en plus prononcée. Et qu'en fait, parmi ces différents intermédiaires, c'est uniquement la dernière, l'espèce vraiment très divergente, qui a été conservée. Donc, et pour cela, donc, on suppose qu'il nous manque les données, éventuellement parce que entre nos deux strates, ici, on a un laps de temps que on a du mal à saisir. Donc peut-être ici, on a une période de quelques millions d'années, et c'est ça qui nous empêche de voir ce qui s'est passé. Donc à côté de ça, on peut ne pas proposer toute une série de données qu'on ne peut pas voir, mais on peut accepter que les données que l'on observe, c'est vraiment un reflet de ce qui s'est passé. Auquel cas, on est forcé d'accepter que, en fait, cette dérivation d'une nouvelle espèce s'est fait sur un laps de temps relativement court. Alors, on va dire peut-être 100 000 ans ou quelque chose comme ça, et que on a une divergence très rapide, suivie par en fait une stabilité des deux espèces.
Et donc on a ces deux points de vue qui sont relativement différentes. Et la première, cette idée de divergence lente et progressive, vient vraiment de Darwin et les idées qu'il avait expliquées dans l'œuvre principale de l'origine des espèces. Alors, pour faire un petit peu un rappel encore une fois, donc l'idée de base de la sélection naturelle, c'est que à chaque génération, le nombre de naissances ou de germination ou d'éclosion, c'est largement supérieur à ce que l'environnement local peut supporter en termes de population. Mais tous les individus d'une génération ne sont pas identiques, et c'est donc des individus qui sont le plus adaptés à l'environnement qui vont survivre et se reproduire. Et donc, si on répète ce processus sur de nombreuses générations, on aura l'adaptation de chaque espèce à son environnement. Alors, puisque on a exactement le même processus qui s'opère à chaque génération, ça doit nous mener à la conclusion que l'évolution des espèces va être continue et plutôt lente. C'est-à-dire, on aura des petites modifications à chaque génération et c'est l'accumulation de ces petites modifications qui vont emmener l'espèce à évoluer dans le temps. Alors, si on essaie d'imaginer ce processus qui se poursuit sur des centaines ou des milliers de générations, on doit voir une sorte de continuum de caractères entre la population plus ancienne, donc il y a 1 million d'années ou il y a 2 millions d'années, et la population actuelle. Et donc si on continue avec cette idée, on arrive à un modèle, ce qu'on appelle l'anagénèse, c'est-à-dire que donc chaque espèce va être en train de évoluer dans le temps et que entre l'espèce ancestrale dans sa forme archaïque et ce que l'on voit maintenant, on a une sorte d'évolution continue de la morphologie de cette espèce. Donc l'espèce ancestrale A va être modifiée petit à petit et devenir l'espèce moderne B via un intermédiaire qui est ici indiqué par un'. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'anagénèse. Donc on a des espèces qui se modifient dans le temps, mais en fait, on n'a pas de nouvelles espèces ici. D'accord ? Donc on a commencé avec une espèce ancestrale A, on a seulement une espèce descendante B. Donc l'anagénèse n'est pas vraiment suffisante toute seule pour rendre compte de la diversité des espèces. Donc pour cela, il faut ajouter des événements de spéciation, donc c'est-à-dire la cladogénèse, l'apparition de nouvelles espèces suite à une innovation évolutive qui apparaît dans une partie de la population qui se met ensuite en isolement reproducteur. Donc si on a ces deux processus ensemble, une sorte de évolution continue de chaque lignée, avec ici et là des événements de spéciation, c'est ça qui nous donne l'arborescence des espèces que l'on voit dans toutes les classifications. Donc ça, c'est un peu le modèle gradualiste de l'évolution des espèces. Donc, selon ce modèle, l'évolution morphologique et génétique est proportionnelle au nombre de générations qui se sont écoulées entre l'ancêtre commun et les taxons qui sont actuellement en vie. Donc, le nombre de générations, donc c'est proportionnel au temps en années qui sont écoulées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la lignée qui part de cet ancêtre commun ici jusqu'au taxon rose, on doit avoir autant de modifications génétiques et morphologiques que sur la lignée qui mène au taxon rouge. Parce que le même temps, la même période de temps a écoulé entre l'ancêtre commun ici
et chacun des taxons qui existent actuellement. Donc, si ça c'est vrai, ça donne une prédiction sur ce qu'on doit trouver dans l'archive fossile. Donc, ce qu'on doit trouver, c'est qu'on doit trouver un continuum de formes intermédiaires entre chaque taxon et l'ancêtre commun qui va se retrouver quelque part sur cette lignée. Et si on remonte le temps en suivant les lignées de taxons qui ont un lien de parenté, ce que l'on doit trouver, c'est qu'on doit trouver la convergence des formes vers celle de l'ancêtre commun. Donc, sur la lignée qui mène au taxon D, on doit trouver des formes intermédiaires, D', D', D'. Sur la lignée qui mène au taxon A, on doit également trouver des formes intermédiaires. Et les espèces fossiles A', et D', devraient se ressembler. Parce qu'ils ont eu une divergence à partir de l'ancêtre commun relativement récente. Donc ça, c'est un peu une force de toute la pensée de Darwin, c'est que ça a vraiment donné des prédictions claires sur ce que l'on doit trouver. Et donc, on peut tester cette hypothèse et le valider ou l'infirmer. Donc, c'est pas juste des paroles dans l'air, c'est ça qui donne la validité de cette théorie comme une théorie scientifique. Donc, du coup, c'était un peu le défi que Darwin a donné aux générations futures, parce que à l'époque de la rédaction de l'origine des espèces, il savait pertinemment qu'il y avait une absence de ces formes intermédiaires pour plusieurs transitions importantes. Donc on peut citer à l'époque de Darwin l'apparition de la vie multicellulaire. Donc à l'époque de Darwin, les plus anciens fossiles dataient de l'époque du Cambrien, donc il y a 540 millions d'années. Avant ça, il n'y avait rien. Donc avec des fouilles ailleurs, maintenant on sait qu'il y avait de la vie multicellulaire avant le Cambrien, notamment représentée par ce qu'on appelle la faune d'Ediacara. Mais les organismes qui vivent dans la faune d'Ediacara sont qui sont représentés dans la faune d'Ediacara sont assez différents des organismes que l'on voit dans les premiers dépôts de l'époque du Cambrien. Et donc on n'a pas vraiment de formes intermédiaires entre ces deux assemblages d'organismes. Donc un autre exemple d'un manque de formes intermédiaires, c'est les intermédiaires entre les poissons avec des nageoires à lobes, c'est-à-dire les sarcoptérygiens, dont on connaissait de multiples espèces dans l'époque de Dévonien, jusqu'à il y a 360 millions d'années, et qui était suivi une vingtaine de millions d'années plus tard par l'apparition de plusieurs lignées de tétrapodes amphibiens. Donc cette transition mode de vie aquatique vers le mode de vie terrestre, donc on a, à l'époque de Darwin, il n'y avait certainement pas de forme intermédiaire entre les poissons et les premiers tétrapodes. Et le dernier exemple, un peu de ce type-là, c'était l'apparition d'apparences soudaines des angiospermes il y a 136 millions d'années, sans vraiment de forme intermédiaire avec leurs aïeuls, les gymnospermes. Donc Darwin appelait ça un mystère abominable et c'était un problème pour la théorie de l'évolution par sélection naturelle parce que la théorie implique une évolution petit à petit, graduelle, et l'apparition rapide de nouveaux groupes d'organismes est pas vraiment cohérente avec sa théorie. Donc c'était une objection importante à l'époque.
Alors, quel était le contre-argument de Darwin pour expliquer cette apparition soudaine des nouveaux organismes? Donc, il a évoqué la nature très fragmentaire de l'archive fossile. Donc, il avait noté avec raison que au XIXe siècle, on avait fait des recherches sur des toutes petites parties de la surface terrestre. Donc, notre échantillonnage, en termes géographiques, était très mauvais. En plus, la fossilisation étant un événement rare, donc on observe les restes uniquement des espèces qui étaient les plus abondantes et pour lesquelles il y avait une grande population et une grande distribution géographique. Parce que sinon, on ne les voit pas. Et un autre problème ou biais dans l'archive fossile, c'est que les dépôts de roches sédimentaires sont plus rares, plus on recule dans le temps. Donc il y a beaucoup de dépôts dans les 100 derniers millions d'années, mais il y en a beaucoup moins qui datent d'il y a plus de 500 millions d'années. Donc on a un biais dans l'archive fossile. Plus on recule dans le temps, moins on a d'informations. Alors, ce premier biais pour la fossilisation, étant un événement rare, c'est d'autant plus important pour cette transition entre la faune d'Ediacara dans le Précambrien et la première faune dans le Cambrien, les organismes présents dans le Cambrien représentés par la faune de Burgess, parce que les premières structures minéralisées chez les animaux apparaissent dans le Cambrien. Des coquillages, des exosquelettes, des vertèbres. Ça apparaît lors du Cambrien. Et ce sont les parties minéralisées du corps qui sont le plus fréquemment conservées. Donc on a une sorte d'invisibilité dans la plupart des dépôts rocheuses de tout organisme qui ne possède pas de parties minéralisées de son corps. Donc la faune de Burgess, c'est une exception parce que les caractéristiques géologiques de cette formation ont permis la conservation des parties molles des corps des organismes. Aussi, c'est vrai pour la faune d'Ediacara. Mais c'est pour ça qu'on a peu d'informations, parce que l'innovation évolutive qui nous permet de voir de nombreux fossiles, les parties minéralisées du corps, n'existait pas avant. Donc ça explique pour une grande partie des lacunes dans l'archive fossile concernant cette biodiversité très très ancienne. Ok. Donc, énorme là. Donc ça c'était un peu les explications de Darwin. Mais néanmoins, il a un peu fixé le programme de recherche pour des générations de paléontologues qui l'ont suivi. Donc la prédiction de Darwin, c'est on ne voit pas des formes intermédiaires parce que l'archive fossile est très lacunaire. La conséquence est donc, si on cherche bien, si on cherche mieux, on va trouver, et on doit trouver ces formes intermédiaires. Et donc c'est ce que plusieurs universitaires, plusieurs paléontologues ont essayé de faire. Et il y a eu beaucoup de recherches sur les invertébrés marins, notamment parce que ces invertébrés marins ont des parties minéralisées du corps qui se fossilisent relativement facilement. Et ce sont souvent des petits organismes avec de très grandes populations. Donc on peut trouver sur un site de milliers d'échantillons datant de différentes époques. Et selon le site où on recherche, des fois, on a une résolution stratigraphique vraiment excellente
sans lacune, avec une historique du temps datant pendant 10 millions d'années, sans page vide, en quelque sorte. Et ce qui était un peu la grande surprise, c'était que dans un bon nombre de cas, on ne voyait pas vraiment les formes intermédiaires à s'accumuler et de petit à petit. Donc on voyait souvent ce type de schéma. Donc ça c'est l'exemple de espèces fossiles de foraminifères. Donc c'est un petit invertébré marin qui forme une partie externe de son corps qui est minéralisée, comme ça. Et donc, si on étudie cette espèce de foraminifère sur un site, on voit que sa forme reste constante pendant 4 millions d'années. Ensuite, elle devient rapidement d'une forme différente et la nouvelle forme elle-même reste stable pendant encore 4 millions d'années. Et ce type d'observation a été cumulé pour de nombreuses espèces. Donc c'est pas juste une sorte de exemple atypique avec donc ce type de truc là avec une stabilité, changement rapide et restabilité, c'est pas vraiment ce qui était prédit par la théorie de Darwin. Ce qu'on devait voir, c'était plutôt un truc en diagonale là, avec une vitesse d'accumulation de modifications qui est constante dans le temps. Et c'est pas ça qu'on voit. Ce que l'on voit, c'est que très très stable, zéro changement, changement rapide et à nouveau une longue période de stabilité. Alors, ces observations ont été un peu rassemblées dans un livre publié en 1972 par Stephen Jay Gould et Niles Eldredge, qui ont documenté les différents exemples d'évolution d'espèces qui suivaient ce type de patron dans le temps et qui ont proposé qu'en fait, l'évolution des espèces, c'est pas quelque chose de lent et de graduel, mais qui est composé de deux types de modalités. D'une part, des longues périodes de stabilité, ce qu'on appelle les stases, qui sont ponctuées par de courtes périodes pendant lesquelles des modifications s'accumulent rapidement. Donc au lieu d'avoir une ligne lisse comme ça, on a quelque chose qui est saccadé. Donc ça, c'était vraiment un changement important de notre façon d'interpréter l'archive fossile. Donc clairement, c'était une grande différence par rapport au gradualisme de Darwin et les idées proposées par Gould et Eldredge ont reçu pas mal de critiques ou de questionnements. Donc d'une part, comment se fait-il que les espèces restent stables pendant si longtemps? Pourquoi il n'y a pas d'anagénèse et d'évolution graduelle dans le temps? Et comment est-ce possible d'avoir un changement important dans un si court laps de temps? Bon, si court laps de temps, il faut relativiser ici. Hein. Là, on est en train de parler d'un laps de temps de 100 000 ans. C'est ça qui est court sur l'échelle de temps géologique. Donc, si on regarde ici, on a une transition rapide qui est sur peut-être 100 000 années. Donc, laps de temps court, 100 000 ans, pour beaucoup d'espèces, ça veut dire 100 000 générations, voire plus. Donc, c'est courte sur l'échelle de temps géologique, mais c'est longue sur l'échelle de temps biologique. Et la dernière critique, c'était un peu de dire, ouais, mais vous avez des formes qui changent un petit peu, mais c'est pas vraiment une nouvelle espèce, votre truc. Là, pour les foraminifères, vous commencez avec une sorte de petit citron un petit peu aplati, et après, vous avez un citron qui est un peu plus gros, mais c'est toujours la même espèce, votre truc. Donc ça vraiment, je pense que ce dernier critique n'est pas vraiment justifié, parce que toutes nos distinctions de différentes espèces dans l'archive fossile sont basées sur les différences morphologiques de ce type-là. Donc si on commence à dire « Ah non, ça c'est pas vraiment une espèce différente », ça veut dire que bon, bah,
il y a un grand nombre d'espèces fossiles qu'on va plus vraiment distinguer. On va dire que ça c'est toujours le même truc. Donc ça c'est pas vraiment valable comme critique parce que si on l'acceptait comme vrai, ça mènerait à une conclusion qui nous empêche d'avancer totalement. Donc néanmoins, les choses les plus importantes ici sont ces deux questions-là. Comment se fait-il que les espèces dont l'archive fossile reste stable pendant leur durée de vie et ne suivent pas de processus d'anagenèse? Et pourquoi, comment est-il possible d'avoir une modification importante sur un laps de temps court? Et donc, pour répondre à ces deux questions-là, Gould et Eldredge ont fait appel à ce qu'on avait compris avec la génétique des populations et les modèles de spéciation allopatrique et sympatrique de Maya. Alors, la première remarque, c'est puisque la fossilisation est un événement rare, tout ce qu'on voit dans l'archive fossile, ce sont les restes, ce qui est laissé de grandes populations d'organismes. Et si on a une population dont la taille est presque infinie, on est dans le cadre d'une population idéale du modèle Hardy-Weinberg. Si en plus cette population est bien adaptée à son environnement, il n'y aura pas de pression de sélection particulière. Donc qu'est-ce qui va se passer? On a une population qui est à l'équilibre Hardy-Weinberg. Génétiquement, cette population restera stable de génération en génération. Donc elle ne va pas évoluer dans le temps. Donc voilà, c'était intégrer des modèles de génétique de population et utiliser ça pour interpréter l'archive fossile. Vraiment, une idée géniale. Alors, comment se fait-il qu'on a une période d'évolution rapide de temps en temps? Et c'est là où Gould et Eldredge ont fait appel à des modèles de spéciation péripatriques de Ernst Mayr. Ils ont dit, voilà, si on a la majorité des spéciations qui sont liées à l'isolement d'une petite partie de la population, du coup, cette petite partie de la population va être soumise à un fort effet fondateur, c'est-à-dire la dérive génétique va être très forte, parce qu'on a réduit la taille de la population. Donc on a déjà une première pression évolutive qui s'exerce sur cette population isolée. De plus, la petite population isolée risque d'être dans un environnement qui est un peu différent. Donc les pressions de sélection qui s'exercent sur cette population isolée, c'est pas les mêmes que celles qui s'exercent sur la grande population. Et donc du coup, ces deux choses-là font faire que notre petite population isolée va subir une microévolution rapide. Rapide sur 10 000 ou 100 000 générations. Rapide sur l'échelle de temps géologique, on entend. Mais sur l'échelle de temps biologique, c'est largement suffisant pour accumuler des modifications morphologiques et de mettre la population en isolement génétique. Alors, le problème avec ça, c'est que puisque tout ce processus touche une petite population isolée, la conséquence, c'est qu'on ne voit jamais ça dans l'archive fossile. Parce que pendant ce temps-là, notre population isolée vit juste dans une petite zone, donc on n'arrivera jamais à avoir des échantillons là, parce qu'on ne va jamais toucher cette région-là particulièrement. Et en plus, c'est une petite population, donc elle laissera moins de traces dans l'archive fossile. Donc c'était vraiment ça un peu la génie des idées de Gould et Eldredge de employer les avancées dans notre compréhension de la génétique des populations et des mécanismes de spéciation pour interpréter ce que l'archive fossile nous montre. Donc juste pour illustrer ça, je vais enfoncer le coup en vous montrant ces images qui sont proposées par le site web de l'université de Berkeley. J'aurais pu les copier dans mes diapositives, mais c'est mieux juste de vous montrer sur le site.
Donc l'évolution en équilibre ponctué, on a l'exemple ici, on commence avec une espèce de mollusque marin qui a une grande population, qui vit sur une grande aire géographique avec une distribution sur une grande surface. Et cette population-là est en stase, c'est-à-dire elle est bien adaptée à son environnement et elle a une très grande population. Donc en fait, elle reste stable. Donc sur des millions d'années, certains individus de cette population meurent et laissent leurs coquilles dans l'archive fossile. Alors ce qui va se passer pour perturber cette situation, c'est les niveaux d'eau vont baisser et mettre en isolement une petite partie de cette population. Donc là, on a deux cas de figure. On a une petite population isolée ici et la grande population de l'autre côté. Alors, deux choses différentes vont se passer. Ici, cette grande population sera toujours en stase, tandis que la petite population isolée va avoir une évolution rapide. Parce qu'elle va s'adapter aux conditions de vie dans cette petite partie de son environnement nouveau, et elle a une petite population, donc l'effet de la dérive génétique va être très importante. Donc notre population isolée va s'adapter rapidement à son nouvel environnement et va accumuler des modifications, tandis que la grande population va rester statique. Donc on va aboutir à cette situation-là avec une sorte de petite population qui est différente, mais qui vit juste dans une zone particulière. Ensuite, les niveaux d'eau vont remonter, et c'est ça qui va permettre la réintroduction de cette nouvelle espèce dérivée dans toute la zone qui est occupée par l'espèce ancestrale. Donc là, on a deux espèces qui sont là, et du coup, la population de notre nouvelle espèce va commencer à s'accroître. Donc à partir de là, on a trois possibilités. Soit les deux espèces vont coexister, ils ne sont pas en compétition parce que l'espèce dérivée a changé un petit peu et ils ne sont pas en compétition pour les mêmes ressources. Ou alors, les deux espèces vont être en compétition, auquel cas, l'un va éliminer l'autre. Donc soit l'espèce ancestrale, petit coquillage, il va éliminer la nouvelle espèce, auquel cas on ne verra jamais qu'il y avait une nouvelle espèce qui est apparue, il va juste disparaître. Ou alors c'est l'inverse, c'est la nouvelle espèce qui va éliminer l'ancienne. Et si ça arrive, ce qui se passe, c'est que sur toute l'aire géographique jadis occupée par l'espèce ancestrale, c'est la nouvelle espèce qui va dominer. Et c'est à partir de ce moment-là où on va commencer à voir les vestiges de cette nouvelle espèce déposés dans l'archive fossile. Parce que maintenant, c'est une grande population dispersée sur une grande zone géographique. Donc, voilà, donc on a éliminé l'espèce ancestrale et la nouvelle espèce va commencer à déposer des vestiges dans l'archive fossile. Et donc, des millions d'années plus tard, lorsqu'une équipe de biologistes et de paléontologistes arrive sur le site, ce que l'on voit, c'est que on voit l'ancienne espèce qui occupait la zone pendant des millions d'années, une période de changement rapide, et puis à partir de ce moment-là, on a la nouvelle espèce qui arrive. Et cette nouvelle espèce, maintenant qu'elle occupe une grande zone, qu'elle est bien adaptée à son milieu, elle aussi entre dans une période de stase, elle reste stable. Elle ne va pas continuer à évoluer parce qu'elle ne subit pas vraiment de pression pour modifier sa forme. Donc voilà un petit peu le modèle d'équilibre ponctué et qui est une sorte de explication de ce que l'on voit dans l'archive fossile en tenant en compte la sélection naturelle, la génétique des populations et les mécanismes de spéciation allopatriques et sympatriques. Alors, ça c'est quelque chose, donc on voit ce type d'événement pour de nombreuses espèces dans l'archive fossile. Alors, une des conséquences de ce modèle, c'est que cela nous oblige à remettre en question
quelques suppositions qui étaient à la base de toutes les approches de phylogénie moléculaire. Parce que si on considère que c'est le modèle d'équilibre ponctué qui est valable, notre arbre phylogénétique doit ressembler un petit peu à ça, avec des périodes de changement qui sont rapides dans le temps, et au cours des événements autour des événements de spéciation. Et une fois qu'on a, mais après ces événements de spéciation, on a des périodes de stase où les espèces vont rester statiques au niveau morphologique et au niveau génétique. Et dans ce cas-là, l'évolution morphologique et génétique, c'est pas forcément corrélé au nombre de générations, mais plutôt au nombre d'événements de spéciation sur l'arbre. Et on va voir que ça va nous poser quelques problèmes. Donc on peut confronter notre idée de modèle gradualiste, où en fait ici on a des lignes un peu diagonales, parce que chaque taxon va être modifié dans le temps, indépendamment, à une vitesse constante, indépendamment des événements de spéciation. Ici, c'est un modèle d'équilibre ponctué, c'est-à-dire que à chaque événement de spéciation, c'est l'espèce dérivée qui accumule beaucoup de changements, et les espèces ancestrales, en fait, ne bougent pas. Et là, c'est une sorte de modèle mixte avec un petit peu de modification, accumulation constante de modification, mais interspersée avec des périodes de changement rapide. Alors, si on essaye de comprendre ça en termes de génétique. Donc, dans un modèle gradualiste, le nombre de mutations qui vont s'accumuler dans des gènes homologues doit être corrélé ou proportionnel au nombre de générations entre qui séparent deux taxons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire là? Entre le taxon A et le taxon B, combien de mutations attends, on a 2 mutations entre A et l'ancêtre commun et 2 mutations entre le taxon B et l'ancêtre commun. Donc on a 4 mutations de différence entre le taxon A et le taxon B. Entre le taxon C et le taxon D, on va avoir 12 mutations de différence. Parce que chaque lignée accumule des mutations de façon constante, une vitesse constante. Or, si on est dans un modèle d'équilibre ponctué, les mutations vont s'accumuler uniquement pendant les événements de spéciation. Et dans le modèle mixte, donc le nombre de différences génétiques va être proportionnel au nombre de branchements dans l'arbre phylogénétique. Et dans le modèle mixte, c'est un peu des deux. Alors ça va avoir des conséquences pour les données moléculaires. Ou disons que théoriquement, ça peut avoir des conséquences sur les données moléculaires lorsqu'on compare les séquences de gènes homologues entre différents taxons. Donc ici, comme on avait dit, entre le taxon A et B, on a 4 mutations de différence. Entre les taxons C et D, on a 12 différences. Et on voit que les taxons C et D sont en distance égale des taxons A et D. 12 différences. Or, si notre modèle d'équilibre ponctué est correct et que les mutations s'accumulent uniquement pendant les événements de spéciation, ça change radicalement ce que l'on voit dans les données. Et donc, là, ce que vous allez faire en TD, je pense la semaine prochaine, tout le monde va commencer à utiliser les méthodes de WPGMA pour construire les arbres phylogénétiques à partir de données moléculaires. Et toutes ces approches-là sont basées sur l'idée que l'on a l'accumulation de mutations dans les gènes homologues qui se fait à une vitesse constante.
dans quel que soit l'embranchement de l'arbre. Et donc, si cette hypothèse-là est fausse, ça voudrait dire que toutes nos approches de phylogénie moléculaire ne pourront pas fonctionner. Donc, on ne pourra pas reconstruire un arbre phylogénétique de façon valable. Alors ça, ça a sémé un petit peu la zizanie dans la communauté au début des années 2000. Donc ça, c'était une étude qui était publiée, je crois, en 2006, où des chercheurs ont essayé de prendre en compte ou de mesurer si l'accumulation rapide de mutations pendant les épisodes de spéciation faussait vraiment les données moléculaires. Donc là, ils ont étudié les arbres phylogénétiques que l'on peut dériver à partir de 122 gènes différents, partagés chez de nombreuses espèces, de nombreux taxons, pour lesquels on connaissait déjà la forme de l'archive phylogénétique, de l'arbre phylogénétique, basé sur des caractères morphologiques. Donc on connaît la forme du vrai arbre indépendamment des données moléculaires. Alors, les résultats de l'étude, c'était que 35% des gènes étudiés montraient un effet significatif de l'évolution ponctuelle. Et que cet impact n'était pas vraiment équivalent selon les types d'organismes. Donc, c'était relativement peu problématique chez les animaux, un peu plus problématique chez les plantes et très problématique pour les moisissures. Alors, quelles sont les conséquences de cette étude? Ça veut dire qu'en fait, oui, si on veut tenir en compte, si on veut construire des arbres phylogénétiques qui sont vraiment valables, il faut essayer de tenir en compte les effets d'une sorte de horloge moléculaire par laquelle les mutations vont s'accumuler de façon constante chez toutes les lignées, mais aussi de tenir en compte un petit peu les effets des équilibres ponctuels. Mais bon, cet impact est différent selon le gène. Donc si on veut construire des arbres phylogénétiques qui sont valables, il ne faut pas baser ses conclusions sur l'étude d'un seul gène. Il vaut mieux en faire plusieurs et essayer de choisir les bons gènes chez lesquels l'accumulation de mutations n'ont pas été impactées trop par les événements de spéciation. Donc, voilà pour les conséquences des équilibres ponctués pour la phylogénie moléculaire. Alors, malgré ce problème posé pour l'interprétation de la phylogénie moléculaire, les équilibres ponctués, c'est vraiment une théorie très importante parce qu'elle explique pourquoi l'archive fossile montre des formes très stables pendant des millions d'années qui évoluent rapidement sur un court laps de temps. Et l'ingénie de cette idée, c'est qu'elle se plie sur des avancées en génétique de population et en mécanisme de spéciation pour nous donner une explication de ce que l'archive fossile nous montre. Donc c'était vraiment impossible pour Darwin d'arriver à cette idée-là, parce que ça dépendait des avancées qui ont lieu 60 ou 100 années après ses recherches à lui. Donc il a fallu d'abord intégrer la théorie des sélections naturelles, ensuite développer des modèles de génétique de population et ensuite comprendre les mécanismes de spéciation pour permettre la théorie des équilibres ponctués d'émerger. Ok, donc c'est ça qui nous donne une explication pourquoi on a un rythme d'évolution qui n'est pas constante dans l'archive fossile. Ok, donc on va continuer dans la dernière demi-heure avec un regard sur
un ou deux exemples spécifiques qui vont illustrer, bon, soit ils vont valider le point de vue gradualiste, ou alors pour valider les équilibres ponctués. Alors on va reprendre ces trois transitions qui n'avaient pas de forme intermédiaire connue à l'époque de Darwin, et on va regarder précisément cette transition poisson-tétrapode à la fin de l'époque du Dévonien. Alors le problème, c'est que jusqu'à il y a 360 millions d'années, l'archive fossile conserve des échantillons de beaucoup d'espèces de sarcoptérygiens, c'est-à-dire des poissons avec des nageoires charnues, qui sont vraisemblablement, ou parmi lesquels se trouvait vraisemblablement l'ancêtre de tous les tétrapodes. Et à partir d'il y a 340 millions d'années, on a plusieurs lignées de tétrapodes amphibiens dans l'archive fossile. Entre les deux, on a peu de fossiles qui restent. Et donc ça, c'était quelque chose qui était remarqué par le paléontologue Alfred Romer, je crois dans les années 1940-1950. Et donc cette période-là, ça s'appelle le gap de Romer. Alors pourquoi il y a peu de fossiles pendant cette période-là? La fin de l'époque de Dévonien était marquée par l'une des 5 grandes extinctions en masse. Donc lors des extinctions en masse, il y a beaucoup de lignées qui disparaissent, et même pour les lignées qui survivent, la plupart des populations prennent un coup. Donc la taille des populations est fortement diminuée, et c'est pour ça qu'il y a moins de restes fossilisés de cette période-là, parce que c'était une période pendant laquelle la totalité des espèces marines ont eu des populations qui ont réellement chuté. Donc c'est pour ça qu'on a moins de fossiles pendant cette période-là. Donc néanmoins, le défi de Darwin, c'était de dire, ok, si on a une archive fossile, des lacunes dans l'archive fossile, c'est pour ça qu'on n'a pas des formes intermédiaires. Si on cherche bien, pendant cette période-là, on doit trouver des formes intermédiaires. Et c'est ça que plusieurs équipes ont fait. Donc Jennifer Clack à l'université de Cambridge, je pense que c'est elle aussi ou son équipe qui a aussi trouvé Acanthostega. Donc Acanthostega, c'est un tétrapode archaïque qui date d'il y a 360 millions d'années. Et on voit que Acanthostega, c'est résumé ici, a bien 4 pattes, donc c'est vraiment un tétrapode, mais c'est encore un organisme aquatique. Donc il nageait dans l'eau et les membres n'étaient pas suffisamment bien développés pour soutenir son poids en dehors de l'eau. Donc, mais déjà, c'était une forme intermédiaire entre un poisson et les tétrapodes terrestres. Elle a aussi, ou son équipe a aussi décrit une espèce fossile qui s'appelle Pederpes. C'est ça l'échantillon, un seul échantillon, pile poil dans le gap de Romer. Et cette fois-ci, on voit l'apparition pour la première fois de 5 doigts sur les membres, et aussi des membres qui sont suffisamment costauds pour porter l'animal en dehors de l'eau. Alors, donc on a quelques-uns de ces formes intermédiaires décrits et qui se trouvent exactement au bon moment dans l'archive fossile. Donc on peut se dire, ouais, ok, ça c'est très bien, mais Acanthostega, c'est déjà un tétrapode. Donc si on suit le modèle de Darwin, il doit y avoir une forme intermédiaire, une espèce avec une forme intermédiaire quelque part entre un poisson et Acanthostega. Donc ça, c'était le défi relevé par l'équipe de Neil Shubin et qui a pris ça comme, voilà, ok, je dois trouver une espèce fossile
qui est entre un poisson sarcoptérygien et Acanthostega. Alors, Acanthostega, ça date de quand? Ça date d'il y a 365 millions d'années. Donc, mon espèce fossile, je dois le trouver dans des strates un peu plus anciennes que ça, entre 305 millions d'années et de 380 millions d'années. Alors, il a trouvé, et donc il a sorti un manuel de géologie, et il a cherché, OK, où est-ce que j'ai des strates sédimentaires déposées entre ces époques-là, il y a 380 et 365 millions d'années. Et il y avait 3 sites dans le monde. L'est du Groenland, et qui avait déjà été fouillé, c'est là où on a trouvé Ichthyostega et Acanthostega. Pennsylvanie, aux États-Unis, mais la plupart donc tout ça, c'est occupé par des fermes et des maisons et des villes et tout ça. Donc, c'est pas facile d'aller fouiller dans la zone. Et le troisième site, c'est les îles au nord du Canada. Donc, il s'est dit, OK, et personne n'avait cherché là-bas auparavant. Donc, c'est pour ça qu'il a monté des projets pour aller fouiller sur l'île d'Ellesmere au nord du Canada. Et il a fait ça 4 années de suite. Et c'est lors de la quatrième expédition que son équipe a trouvé cette espèce fossile, Tiktaalik, qui remplit bel et bien les conditions d'une intermédiaire entre les poissons et Acanthostega. Donc on voit que Tiktaalik a quelques modifications par rapport à un poisson. Elle possède une tête plate et pas en forme conique. Donc des yeux regardent au-dessus de l'eau. Il y a pour la première fois un cou, c'est-à-dire que la ceinture scapulaire n'est pas directement attachée au crâne, comme chez les poissons, mais qui est attachée aux vertèbres. Et on a des vertèbres du cou qui permettent à la tête de bouger un petit peu, de façon indépendante du reste du corps. Et dans la membre antérieure, on voit le début d'une organisation, humérus, radius et ulna. Donc Tiktaalik, c'est ça. Donc on voit déjà le début d'une organisation, humérus, radius, ulna, mais qui est moins développé que chez Acanthostega ou chez d'autres tétrapodes plus récents. Mais c'est quand même plus développé que ce que l'on trouve chez les poissons sarcoptérygiens. Donc, avec un peu l'ensemble de toutes ces recherches, ce qu'on voit, c'est que en fait, la prédiction de Darwin était pas mal validée pour cette transition d'invertébrés aquatiques vers les premiers tétrapodes. Parce qu'en cherchant bien, on a pu identifier quand même une série de formes intermédiaires entre les poissons et les premiers tétrapodes, avec l'accumulation graduelle de modifications qui permettent l'adaptation à l'environnement terrestre. Et si on met ces différentes espèces fossiles sur l'échelle de temps, en notant la datation absolue des terrains où on a trouvé ces espèces fossiles, on voit que le processus commence avec les poissons sarcoptérygiens, passant par Tiktaalik, Acanthostega un peu plus tard. Donc ce processus, ça débute peut-être il y a 385 millions d'années, plus ou moins quelques millions d'années, et se termine il y a 360 millions d'années. Donc c'est un processus qui s'étend sur 25 millions d'années. Donc c'est un processus graduel sur l'échelle de temps de 25 millions d'années. Alors, donc ça c'est un bon exemple de gradualisme qui valide un peu la prédiction de Darwin. Alors à côté de ça, qu'est-ce qu'on a où peut-être on contraste? Qu'avons-nous comme exemple de équilibre ponctuel? Donc un des exemples les plus forts, c'est la diversification de différentes espèces de Metrarhabdotos. Donc, le Metrarhabdotos, encore, c'est un petit invertébré marin qui vit en colonie, et les colonies déposent
des structures minéralisées qui ont de formes différentes. Donc on voit ici, on peut voir que la forme de cette colonie-là est très différente de celle-ci, qui est également différente de celle-là. Donc on peut établir une série de caractères morphologiques qui permettent de distinguer différentes espèces et qui permettent également d'établir les relations de parenté entre les différentes espèces. Donc si on fait une autre chose qui est particulière ici, c'est que ces différentes restes minéralisés de Metrorhabdotos se trouvent dans un dépôt un peu de sédiments qui sont en train qui ont été déposés depuis les 10 derniers millions d'années. Donc c'est un échantillonnage relativement récent et on a une excellente résolution stratigraphique pendant cette période-là. Donc c'est-à-dire qu'on peut distinguer des événements qui ont lieu avec un écart de 20 milliers d'années. Donc chacun des échantillons ici est analysé sur la forme morphologique et est associé à une datation absolue qui est très précise. Donc ce que l'on voit ici, c'est que pour l'espèce Auriculatum, on voit les premiers exemples qui datent d'il y a 10 millions d'années, et l'espèce Auriculatum reste constante pendant minimum 5 millions d'années. Elle ne se modifie pas avec l'anagèse. Or, il y a des événements de spéciation, de nouvelles espèces qui dérivent de l'espèce Auriculatum, et chacune de ces événements de spéciation est associée à l'apparition d'une forme qui est assez différente de l'espèce parentale. Et donc ça c'est une validation vraiment du modèle des équilibres ponctuels. Un autre exemple, un peu dans le même style, c'est l'analyse des mollusques et de bivalves fossiles déposés sur les bords du lac Turkana en Afrique de l'Est. Et ici encore, on a une période de 3 millions d'années qui ont fait un dépôt de 300 mètres de profondeur. Donc là encore, on a une excellente résolution stratigraphique. Donc 1 million d'années ici, ça fait 30 mètres d'épaisseur. Donc 1 mètre, ça fait quoi? 30 000 ans. Donc on a une très bonne résolution stratigraphique de cette formation. Et là-dedans, on a plusieurs espèces de mollusques et de bivalves qui montrent des modifications, soit une sorte de stabilité dans les formes qui est ponctuée par quelques épisodes de changement très très rapides. Et on le voit les mêmes effets chez les mollusques et chez les bivalves. Donc, dans ces groupes d'organismes différents, on a des événements de modification ponctuée ou de rapides changements qui sont synchronisés dans le temps. Et les chercheurs ont pu faire le lien entre ces modifications abruptes de la forme de ces organismes et des changements de niveau d'eau dans le lac. Donc ça correspond vraiment très très bien au modèle théorique qu'on avait vu sur le site web de l'Université de Berkeley. Donc des modifications du niveau de l'eau sont là peuvent avoir comme effet de mettre des petites populations en isolement. Et c'est ça qui semble corréler avec ces changements abrupts et l'apparition peut-être de nouvelles espèces d'invertébrés. Alors, sur ces deux exemples-là, on a vu deux choses assez différentes. Pour la transition vie aquatique, vie terrestre et l'apparition des premiers tétrapodes, on voit bel et bien... Oh, ok, je vais revenir sur ça.
Donc on a vu deux choses différentes pour l'émergence des tétrapodes et pour la spéciation chez les différents groupes de Metroarabdotos. Pour l'évolution des tétrapodes, on a vu bel et bien une sorte de série de formes intermédiaires, comme prévu par Darwin, mais chez le Metroarabdotos, on voit les modifications abruptes sans forme intermédiaire. Alors pourquoi on voit ces deux choses différentes? C'est parce qu'on est en train de regarder à deux échelles temporelles différentes. Ici, on a une excellente résolution temporelle. Donc on a plusieurs échantillons sur 1 million d'années et un changement abrupt ici, c'est sur un laps de temps de 100 000 ans ou moins. Et on a donc des événements de spéciation ont lieu pour moins d'1 million d'années en tout cas. Et on a beaucoup d'échantillons, donc on peut retracer plusieurs points sur cette lignée-là avec un reculatome. Donc on peut documenter la stabilité de cette espèce dans le temps. Alors ici, pour notre transition poisson tétrapode, on a une moins bonne résolution temporelle. C'est-à-dire tout le processus s'étend sur 25 millions d'années et on a peu d'échantillons. Donc pour chaque espèce, on a un échantillon ou peut-être deux. Donc c'est beaucoup moins facile de documenter la stabilité de l'espèce. Et en fait, c'est un peu ça. Lorsqu'on regarde avec une échelle de temps large, 25 millions d'années, on a l'impression qu'on a un processus qui est graduel. Lorsqu'on regarde de près, sur moins d'1 million d'années, avec beaucoup d'échantillons, donc on a une vue beaucoup plus avec une meilleure résolution, on voit qu'en fait, ce qui ressemble à un processus graduel à grande échelle est vraiment composé d'événements de spéciation avec des sortes de petites périodes de modification rapide. Ok, donc pour voilà, c'est ça. Voilà, donc sur l'échelle de dizaines de millions d'années, des espèces intermédiaires existent bel et bien. Donc ça valide Darwin. Mais à l'échelle de 1 million d'années ou de moins, c'est là où on voit les effets du modèle d'équilibre ponctuel. Alors, donc, dans les 10 dernières minutes, je voudrais juste évoquer un autre sujet qui est un peu l'inverse de la spéciation, c'est la mort des espèces de l'extinction. Et avec des bases de données qui ont été accumulées depuis les années 1990, on a de centaines de milliers ou de millions d'échantillons fossiles de différentes espèces, principalement des vertébrés marins. Et l'analyse de ces bases de données nous permet de tirer quelques conclusions générales sur la durée de vie d'une espèce. Donc chez les invertébrés marins, donc une espèce en moyenne, sa durée de vie c'est de 4 à 11 millions d'années et aucune espèce ne survit au-delà de 100 millions d'années. Alors, une autre conclusion que l'on peut tirer, c'est lorsqu'on regarde la durée de temps de survie d'un genre, pas une espèce, et le nombre de genres qui ont cette durée de vie, on a cette sorte de ligne droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la probabilité d'extinction reste constante, quelle que soit votre espèce ou quel que soit votre genre. Donc c'est pas parce que vous avez survécu 10 millions d'années que votre espèce va avoir des meilleures chances de survivre encore 10 millions d'années. Et ça, c'est parce que l'environnement n'est pas fixe et que on est toujours confronté à un nouveau défi d'une période à la suivante. Alors, même si chaque genre ou chaque espèce d'organisme a un risque d'extinction qui reste constant dans le temps, c'est pas certain que tous les genres vivant à la même époque ont le même risque d'extinction. Donc un autre
voie de recherche, c'était d'étudier quelles sont les caractéristiques des genres qui sont associés à une longévité, une meilleure survie. Donc ce que des chercheurs ont fait ici, c'était de diviser le temps géologique en tranches de 10 millions d'années. Et pour tous les genres qui existaient chez les invertébrés marins, dans cette tranche de 10 millions d'années, ils ont regardé si ce genre-là persistait dans les 10 millions d'années suivantes. Et ils ont séparé des différents organismes en deux catégories. Ceux qui avaient une distribution mondiale large et ceux avec une distribution géographique plutôt restreinte. Et ce que l'on voit ici sur l'échelle, c'est une mesure des chances d'un organisme avec une distribution mondiale de survivre par rapport à un organisme avec une distribution plus restreinte. Donc chaque fois que cette valeur-là est positive, ça veut dire que si on a une distribution mondiale, on a des meilleures chances de survivre jusqu'à la prochaine tranche de 10 millions d'années. Et effectivement, la plupart du temps, cette valeur-là est positive. Sauf à quelques événements près, fin Dévonien ici, fin Permien, fin Crétacé. Et là, on voit que la courbe chute et on a un point qui rejoint le niveau 0 ici. Donc, ces événements-là, ce sont des extinctions en masse, qui étaient des événements à l'échelle planétaire. Et la conclusion, c'est que ici, même si votre espèce a une distribution globale, lors des événements d'extinction en masse, c'est pas une garantie de survie. Vous avez les mêmes chances de survivre que tous les autres organismes sur la planète. D'accord? Donc, dispersion géographique était associée à une meilleure survie, sauf pendant les épisodes d'extinction en masse. Alors, le dernier point aujourd'hui, c'est de regarder la relation entre extinction en masse et l'apparition de nouvelles espèces. Parce que la planète a connu 5 grandes extinctions en masse depuis les 500 derniers millions d'années. Mais néanmoins, nous vivons sur une planète qui a une forte biodiversité. Donc la biodiversité a su rebondir après ces événements d'extinction en masse. Donc ici, à nouveau, c'est les mêmes bases de données avec des invertébrés marins. Et pareil, ils découpent le temps géologique en tranches de temps. Et pour chaque tranche de temps, ils comptent le pourcentage des gens qui disparaissent d'une période à l'autre et le pourcentage de nouvelles apparitions de nouvelles espèces et de nouveaux genres d'organismes. Alors, on voit qu'on a une sorte de taux d'extinction qui reste relativement constante, entre 20 et 10%, et un taux d'apparition de nouvelles espèces, pareil, relativement constante, mais qui est ponctué par ces événements d'extinction en masse. On a des grands pics ici à la fin de l'Ordovicien, énormes pics à la fin du Permien. Permien-Triassique, c'était le pire. On avait 95% des espèces marines qui ont disparu, c'est-à-dire 60% des genres disparus à plus jamais revenir. Fin Triassique, la même chose, et fin Crétacé, encore un pic. Alors à chaque fois qu'on a un pic d'extinction, c'était suivi par une sorte de pic d'apparition de nouvelles espèces, qu'on voit plus clairement avec les événements les plus récents en fait. Donc c'est comme ça que la planète a pu réagir face à ces événements d'extinction en masse. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, on a un délai en moyenne d'environ 10 millions d'années entre le pic d'extinction et les pics d'apparition de nouvelles espèces. Donc la planète est capable de reconstituer sa biodiversité, mais ça prend 10 millions d'années. Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui, parce que par nos activités, on est en train de précipiter la 6e extinction en masse de la planète, parce qu'on est en train de convertir des écosystèmes
très riche en biodiversité, on ferme à soja avec une biodiversité très très faible. Et si on continue à faire ça, on va détruire la biodiversité sur la planète. Alors ces données-là nous indiquent que ça va prendre 10 millions d'années pour reconstituer cette biodiversité. Et ça, c'est très très triste parce que ça voudrait dire que c'est pas juste nous, pas juste nos enfants ou les petits-enfants qui ne verront pas une belle planète telle qu'on a encore, mais vu que la durée d'une espèce, c'est à peu près 4 à 10 millions d'années, probablement, si on continue comme ça, aucun être humain qui vivra sur cette planète ne verra plus jamais une biodiversité aussi riche que celle que nous avons aujourd'hui. Donc c'est ça l'enjeu de empêcher la 6e vague d'extinction d'avoir lieu et d'empêcher la destruction des écosystèmes sur la planète. Donc je vous laisse avec ce message plutôt déprimant, mais c'est là la situation dans laquelle on est.